Unlockdown live. On m'entend? On m'entend maintenant. Donc on recommence, voilà. On est un petit peu en retard, désolé, mais et encore on est moins en retard que la dernière fois. JB a fait du super bon boulot, donc voilà, c'est grâce à lui qu'on peut faire ces émissions, entre autres, en tout cas. Et je suis ravie de vous retrouver pour cette émission numéro 4, Un Lockdown Live, de enfin c'est l'équipe Tout va bien qui continue à garder en fait le contact avec vous. Voilà, on a cherché un concept, on s'est dit comment garder le lien avec les gens en cette période de confinement. Donc voilà, c'était la meilleure manière pour nous de venir à vous et de réutiliser Skype, de s'inviter chez vous pour justement parler de notre société, continuer à partager vos histoires, vos luttes et aussi partager des moments plus cool, plus détendus parce qu'on en a besoin. Alors évidemment, on vit une période très particulière où chacun gère comme il peut. Et alors, il y en a certaines qui ont la chance, entre guillemets, de passer ces moments au sein de leur famille, avec des colocataires, des proches, dans des endroits agréables. Et puis, il y a les autres pour qui c'est plus difficile, ces personnes oubliées, laissées pour compte, ceux et celles qui ont déjà un quotidien difficile, mais qui est encore plus difficile maintenant, et à qui on pense, et dont on essaye justement de parler à travers ces émissions, parce qu'on ne les oublie pas. Donc voilà. Alors je vais vous faire le sommaire. D'habitude, il y a un petit sommaire. Aujourd'hui, je vais vous le faire comme ça. On va commencer par l'instant solidarité, en compagnie de Pordia Stella. Pordia Stella, en fait, elle est membre active du collectif féministe 8 mars. Elle est aussi militante d'origine italienne. Et elle avait envie de faire le point sur l'actualité sociale en Italie. On le sait, évidemment, le pays est extrêmement touché par la pandémie. Et donc c'est intéressant d'aborder avec elle un autre sujet, c'est plutôt le cas des travailleurs et des travailleuses en Italie, mais ça, on y reviendra plus tard. Ensuite, on aura notre chronique cinéma avec notre Nicolas, membre de l'équipe Tout va bien, réalisateur, qui va nous présenter sa sélection de films spéciale réalisatrice. Ensuite, on aura la chronique Les Invisibles, la rubrique Les Invisibles. Et là, on va s'intéresser à ceux et celles qui sont aussi en première ligne durant cette crise. C'est les employés des grandes surfaces qui nous permettent d'aller acheter encore nos denrées alimentaires. Et pour ça, on ira à la rencontre de Laurent. Une petite vidéo feel good, enfin c'est pas memory, c'est juste feel good en fait. Voilà, j'ai dû trouver une vidéo. Évidemment, je me suis cassé la tête parce que quand j'en cherche pas, j'en trouve 20 et quand j'en cherche, j'en ai trouvé une qui passe sur les réseaux sociaux et voilà. Je vous ferai découvrir ça plus tard. Musique, on aura un invité de choc. Je suis contente de recevoir David Mendes, qui est chanteur et auteur-compositeur pour le groupe Chico et Mendes, avec qui on va un peu discuter et ensuite qui nous fera un live. On va terminer l'émission par la partie corporate et là je vous parlerai de la prochaine vidéo Tout va bien, dont le sujet justement c'est le secteur médical, la santé et les hôpitaux. Et tout de suite on va commencer l'émission avec l'instant solidarité et jingle. Parce qu'on a des super jingles. Esperanza Festival present Tout va bien, Un Lockdown live. Eh ben oui. Salut! C'est toujours un plaisir d'entendre les jingles fait maison. Alors, je suis en ligne, on est en ligne avec Pordia. Bonjour Pordia. Bonjour Najat. Comment tu vas? Bien, bien. Je suis contente de pouvoir partager quelque chose avec vous. On est content aussi de te recevoir. Hier, on a discuté au téléphone et j'ai trouvé ton discours très intéressant. C'est pour ça que aujourd'hui, tu es là aussi pour partager avec nous en fait une autre vision en fait, de ce qui se passe aussi en Italie pendant cette crise. Et notamment, tu avais envie de nous parler de l'actualité sociale et des mouvements de grève qui ont eu lieu dans certaines régions en Italie. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer?
Oui, mais en fait, voilà, je voulais partager cette vue parce qu'on parle beaucoup des nombres de personnes infectées, des personnes décédées, mais je voulais montrer aussi le fait qu'en fait, en Italie, les personnes sont en train de résister, de mettre en place des choses pour le droit à la santé, mais aussi le droit à l'existence, le droit au revenu. Et en Mhm. fait, depuis, donc, notamment le 9 mars, c'est la date où il y a eu le lockdown total en Italie, dans tout le pays. En fait, beaucoup d'entreprises et services qui sont définis non essentiels, en fait, n'ont pas été obligés à fermer. Ben, un peu c'est comme la situation maintenant en Belgique, mais ont été invités à arrêter les activités. Et aussi, en fait, ça a été demandé aux employeurs de garantir des mesures de sécurité. Et donc ça, c'était le lundi. Donc quand les travailleuses ont été travaillées, en fait, j'ai reçu des témoignages d'amis notamment qui travaillent dans les usines. Ben, ils ont trouvé rien voilà, il n'y avait pas de masque disponible, il n'y avait pas de gants. Beaucoup de travailleurs n'avaient vraiment pas prévu une période d'adaptation pour pouvoir mettre en place des mesures. Et aussi, on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup d'entreprises continuaient à fonctionner malgré Mhm. le fait que, en fait, en période d'urgence et avec le nombre de décès, le nombre d'infections qui continuait à monter, ben, ça n'était pas nécessaire. Et les contagions, en fait, on s'est rendu compte en fait que la carte les régions les plus touchées est aussi celle où les industries sont les plus grandes, les plus importantes. Il y a beaucoup plus d'industries dans ces régions-là. Et en fait, les infections se sont faites en suivant les parcours des travailleurs et des travailleuses qui travaillent dans les usines. Et donc, en fait, voilà, cette première semaine, la semaine du 9 au 15 mars, il y a toute une vague de grève spontanée pour demander pour les services et les usines essentielles, notamment l'agroalimentaire, des mesures de sécurité, de distanciation, de sanification, des masques, des gants, et aussi pour demander la fermeture des tenues non essentielles. Et donc voilà, il y a certaines organisations, certains syndicats qui ont réussi à obtenir dans certains lieux où les délégués sont plus présents, sont plus forts, la fermeture de certaines usines, mais pas tout a été fermé non plus. Mhm. Et alors on a assisté la semaine d'après, notamment à partir du 16 au 22, quand tout était déjà en place, un discours, et c'est en fait ce qui se passe aussi en Belgique maintenant, un discours très moralisateur, très culpabilisant, très vis-à-vis des personnes qui sortent individuellement, des personnes qui sortent courir, des joggers, ceux qui sortent balader leurs chiens, en pointant du doigt ces personnes comme si c'était eux les responsables de continuer la propagation du virus. Or qu'en fait, certains syndicats, notamment à Milan, ont fait les calculs que 300 000 personnes chaque jour étaient obligées à se déplacer pour se rendre au travail pour des services qui n'étaient pas retenus essentiels, qui ne servaient pas à garantir la vie au quotidien en période d'urgence. Et donc, Pour dire, oui. donc tu expliques très bien qu'il y a eu des grèves, etc. Et justement, comment est-ce que les ouvriers faisaient grève en fait? Tu me l'avais expliqué Oui. juste avant. Mais ça dépend. En fait, ce qui s'est passé la première semaine, c'est que en fait, c'est mon ami Giuseppe qui travaille dans une usine qui fait partie du groupe Barilla en Italie qui m'a expliqué, qui m'a envoyé des photos et qui montraient en fait quand ils sont arrivés au travail, ils se sont rendus compte que malgré les demandes des jours précédents, il n'y avait pas, et malgré aussi le fait que le gouvernement demandait cela aux employeurs, il n'y avait aucune mesure de sécurité qui était garantie et que l'important c'était de continuer à travailler, de continuer à gagner de l'argent pour les employeurs. Ben, en fait, ils sont mis mon photo, ils sont mis en dehors des usines, en distance de sécurité, plus d'un mètre l'un de l'autre, en se disant, OK, là, maintenant, on stoppe jusqu'à quand on pourrait prendre le travail d'une manière qui est sûre pour les travailleuses et les travailleurs. Et en fait, il y a certains délégués syndicaux dans certaines régions qui étaient dénoncés pour un rassemblement interdit, Mhm. simplement parce qu'ils voilà, ils faisaient la demande voilà, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir mettre en place des mesures pour tout le monde, quoi, pour garantir la santé des travailleurs. Et est-ce que, au final, on en est où aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des usines qui ont fermé? Est-ce qu'elles ont toutes fermé? Ouais. Ou alors c'est un En fait, peu... en maintenant, la situation est difficile à savoir parce que ce qui s'est passé, c'est que, notamment suite à ce discours
très mauvais vraiment au niveau national. Les médias parlaient tout le temps de allez, il faut rester à la maison, il faut pas sortir courir, prendre l'air. En fait, pendant la société, on dit en fait, il faut fermer les usines. Et ça aussi, les autorités, les médecins ont commencé à écrire des lettres par rapport à cela. Il faut savoir aussi que dans la province de Bergame, où il y a le plus de morts, c'était un des premiers foyers du virus et le patronat local a fait la pression pour ne pas fermer tout de suite. Donc en fait, l'Institut supérieur de santé demandait de fermeture totale, le lockdown total depuis le 3 mars. Mais ça a été décrété en fait le 21 mars. Donc en toute Italie, le gouvernement a dit OK, le 21 mars, ils ont fait une annonce à la TV, on ferme tout. Sauf qu'en fait, c'était le samedi soir, le 21. Sauf qu'en fait, le dimanche, la Fédération nationale des industriels, la Confindustria, a réussi à négocier plein d'exceptions à ce décret. Et donc, le lundi, quand les travailleurs sont arrivés voilà, on a ouvert les journaux, on a écouté la radio et on a entendu qu'en fait, il y avait plein d'exceptions à ce décret. Et notamment, des usines, par exemple, les usines d'armes, c'était retenu un secteur stratégique pour la sécurité en ce moment. Donc, on ne va pas fermer les usines qui produisent les armes, on ne va pas fermer les usines qui produisent des bateaux, par exemple. Et alors, ces travailleurs-là, certains syndicats, les syndicats de base, ont appelé en grève générale le 25 mars pour dire, OK, maintenant, là, on stoppe vraiment, parce que les décès continuent à augmenter. Ce qui est toujours le cas à ce moment, c'était particulièrement frappant. Et donc voilà, le 25, c'est ouvert un tas de négociations entre les syndicats, entre le patronat et l'État, qui a permis la fermeture de plus de secteurs. Donc la situation s'est améliorée, mais il y a toujours à garder à l'œil la situation parce que en fait, c'est un système d'autocertification de la part des entreprises. On sait que les préfectures ont du travail et la police est dans les rues et donc il n'y a pas moyen d'envoyer des personnes qui contrôlent cela. Et donc ça reste aux travailleurs, aux travailleuses de contrôler cela aux syndicats, où les syndicats est puissant. Dans les grandes entreprises, cela est mis en place, mais dans les petites, on n'est pas encore sûr. Et justement, et les personnes donc, qui ont décidé du coup de ne plus aller travailler ou qui ne travaillent plus, on parlait aussi de chômage. Est-ce qu'elles touchent des revenus ou pas du tout? Est-ce que tout le monde touche des revenus ou il y a certaines personnes qui se retrouvent du coup maintenant sans revenus? En fait, la situation est très difficile. Hier, notamment, j'ai écouté les téléjournaux et les personnes qui s'occupent d'aide alimentaire ont lancé un appel en disant que les demandes d'aide alimentaire ont énormément augmenté en ce moment. Et donc, on craint vraiment le pire pour beaucoup de secteurs de la société, notamment le sud d'Italie, où plus de personnes travaillent soit au noir, dans le travail informel. On ne va pas parler de toutes les personnes qui sont sans papier, pour les travailleuses domestiques. Il y a eu un décret le 17 mars qui a garanti un revenu à certaines personnes touchées par les fermetures, par la crise actuelle, mais cela n'est pas garanti par tout le monde. Et donc, il y a à la base, en début mars, certains syndicats, certaines organisations de travailleurs précaires, les travailleurs du secteur du spectacle ont demandé, on fait un appel pour un revenu de quarantaine. Et en fait, là maintenant, on est en train de discuter au niveau politique de cela, parce qu'on se rend compte que c'est la fin du mois, dans quelques jours, il faut payer le loyer. Et plein de gens, en fait, n'ont pas de quoi continuer à faire les courses pour cette fin du mois, en fait. Et donc, voilà, là, on est en train de discuter. Le gouvernement, hier, a émis un décret qui a envoyé 5 milliards aux communes destinées à garantir l'aide pour faire les courses, tout simplement. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, des personnes qui, en ce moment, n'arrivent pas à faire les courses, n'arrivent pas à se nourrir. Et en fait, on attend encore une mesure plus universelle. On l'appelle maintenant le revenu d'urgence universel et on attend encore que ce soit mis en place, mais plein de mouvements, plein d'organisations sont en train de travailler sur cela. Ok. Merci beaucoup pour ce point sur l'actualité sociale. Merci d'avoir partagé ça avec nous. On aura l'occasion de suivre ça. Et aussi, il y a une série de revendications qui ont été publiées sur la page Facebook du collectif 8 mars. Donc, le nom de la page, c'est collectif 8 mars-Bruxelles. Et donc, on peut retrouver, juste en quelques mots, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces revendications ?
En fait, dans le collectif bruxellois, on est quand même plein de copines italiennes et on s'est inspiré beaucoup de ces revendications, notamment la protection pour tous les travailleuses et les travailleurs de soins de santé, et ce qui est en train d'être revendiqué aussi par la santé en lutte, mais aussi un revenu universel, aussi la régularisation des personnes qui sont sans papier, la protection des personnes qui sont dans la rue. Voilà, tout ça, la liste est assez longue et assez importante. Ben, on publie ça sur notre page. Vous pourrez retrouver le lien sur la page de Tout va bien. Merci beaucoup, Porzia. Merci. On se tient au courant et bon courage et bon confinement. Merci à toi. Salut. Et ben voilà, en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais n'hésitez pas à commenter, à nous laisser vos remarques, vos coups de gueule. Et aussi, pourquoi pas, si vous avez envie qu'on aborde certains sujets, parce que je pense qu'on va encore refaire des émissions. Et donc, du coup, n'hésitez pas à nous envoyer ça, soit sur notre page Facebook par mail, ou alors en commentaire. Et on va continuer tout de suite avec la prochaine séquence. Et c'est notre Nicolas National, notre réalisateur, j'y arriverai, un des réalisateurs de Tout va bien, qui va... D'abord, je vais lancer le jig. Esperanza Festival présente Tout va bien, un lockdown live. Et ben oui. En fait, j'ai JB qui fait des signes, donc c'est pour ça que des fois j'ai des petites absences. Alors, Nico, c'est un cinéphile avéré. La légende dit qu'il est tombé dedans quand il était petit, et depuis, plus rien ne l'arrête. Caméra au point, montage sur le pouce, Nico fait son cinéma. C'est à toi, Nico. Si tu Salut Najat. Salut, ça va? Tu m'entends? Ouais. Écoute, je suis assez troublé par les mots que tu as choisis pour présenter ma chronique. Écoute, ça me fait plaisir. C'est la vérité. Non, mais écoute, tu vas nous parler de 4 films réalisés par des réalisatrices. Tout à fait. Donc voilà. J'ai une séquence chronique avec que des réalisateurs. Je me suis dit qu'il fallait un peu rebalancer la balance, justement, et proposer une petite séquence avec que des films réalisés par des réalisatrices, parce qu'effectivement, il y a aussi de très bons films qui sont faits. Et je vais de toute façon, je vais tout de suite commencer par Noura Rêve de Inde Boujema, qui est sorti en fin d'année 2019. Et c'est un film très intéressant parce qu'il parle des tabous autour de l'adultère féminin aujourd'hui. Donc le film se passe en Tunisie, mais c'est un message qui peut être totalement pris universellement. Donc c'est les tabous évidemment qui existent dans l'adultère au Maghreb, mais également en Europe, un peu partout. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que la réalisatrice, Inde Boujema, qui est belgo-tunisienne, il me semble, oui. Elle a choisi vraiment de faire une fin assez positive. Donc pour elle, le message qu'elle veut faire passer à travers ce film, c'est que il faut savoir aller vers les solutions qui te rendent plus heureux, malgré les tabous, malgré les lois et tout ça. Et dans des temps difficiles, c'est toujours des messages qui font plaisir à entendre. Et au-delà de ça, ça reste quand même un thriller ultra bien construit, très très bien écrit, avec des moments vraiment glaçants. Et le casting est excellent, à commencer par Anne Sabri, qui est la comédienne principale. Donc voilà, ça c'est le premier film que je vous conseille. Okay. Le suivant, qui a beaucoup défrayé la chronique dernièrement pour des raisons diverses et variées, c'est Portrait de la jeune fille en feu de Cécile Sciamma. Je ne reviendrai pas autour de tout ce qui s'est passé et tout ça, mais voilà, Portrait de la jeune fille en feu. J'aurais pu choisir n'importe quel film de toute façon de Cécile Sciamma parce que je pense que c'est devenu l'une des réalisatrices françaises majeures aujourd'hui et même une des cinéastes majeures de manière générale. Et ce qui est hyper chouette ce qui est hyper beau surtout avec Portrait de la jeune fille en feu, c'est qu'elle nous offre vraiment un vrai film d'amour en nous plongeant vraiment au cœur du romantisme, et le romantisme vraiment au sens du mouvement artistique, tant elle exalte les sentiments et avec certaines scènes même qui flirtent avec le fantastique. Donc vraiment, elle a choisi d'aller au plus profond de l'expression des sentiments, ce qui fait que c'est un film vraiment, vraiment bouleversant et magnifiquement construit aussi, pareil, que ce soit au niveau de la direction artistique ou du jeu des comédiennes. Adèle Haenel et Noémie Merlan sont incroyables dedans, vraiment. Donc moi, j'ai adoré ce film, c'est un des meilleurs films de l'année, de très très loin. Et vu qu'on est resté un peu dans nos contrées, je vais traverser l'Atlantique
pour aller du côté des États-Unis avec Lynn Ramsey, qui avait déjà réalisé We Need to Talk About Kevin, mais cette fois je vais vous parler de A Beautiful Day, qui est un gros thriller. Sur ce coup-là, c'est un thriller hyper haletant, hyper noir, qui est comme acteur principal, on y retrouve Joaquin Phoenix, qui a gagné cette année l'Oscar du meilleur acteur pour Joker. Et là, ce qui est hyper intéressant avec ce film et avec Lynn Ramsey, de manière générale, c'est vraiment l'obsession qu'elle a pour le détail dans sa mise en scène. Donc, chaque plan est construit de telle manière qu'ils se répondent l'un à l'autre. Les personnages sont placés pour se répondre également, pour que chaque détail des accessoires apporte une couleur dans l'émotion des personnages. Enfin, c'est vraiment hyper pointilleux comme mise en scène, donc c'est hyper intéressant à regarder et même à analyser. Mais au-delà de ça, si on est fan des thrillers sombres avec des personnages mutiques et patibulaires, c'est le film à regarder parce que c'est un film d'ambiance vraiment qui vous agrippe et qui vous prend viscéralement. Voilà, A Beautiful Day, un thriller noir à regarder absolument. Et enfin, dernier film de la liste, je me suis permis d'en mettre 4. J'en ai 3 la fois passée, mais voilà, je me permets d'en mettre 4. C'est Atlantique de Mati Diop. C'est le premier long métrage d'ailleurs de Mati Diop qui nous vient du Sénégal. Et c'est vraiment une réussite totale. Elle nous installe une ambiance là qui flirte avec le polar, tout en plein cœur de Dakar. Donc c'est aussi assez intéressant quand elle tourne les choses. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle prend même le parti à certains moments d'inclure vraiment des notes fantastiques dans son film, ce qui fait qu'on pense aller dans une direction et en fait elle nous trompe complètement en nous offrant autre chose. Donc on est tout le temps surpris en fait quand on regarde ce film Atlantique. Voilà, je vous le conseille vraiment parce qu'elle maîtrise tous les codes qu'elle met en place dans son film. Ça ne sonne jamais faux, ça ne sonne jamais forcé. Et les comédiens, pareil, sont exceptionnels. Donc voilà, Atlantique de Mati Diop, dernier film que je vous conseille. Et merci pour cette sélection. Et tu avais quelque chose à rajouter par rapport à une réalisatrice belge. Exact. En fait, Zoé Wittok devait sortir son film Jumbo en plein confinement. Et je ne l'ai pas vu, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas vu dans les 4 films de sélection. Mais Jumbo, le film de Zoé Wittok, une réalisatrice belge, qui sort d'ici son premier film, qui n'a pas pu sortir au cinéma pour les raisons qu'on connaît. En Belgique, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes, que ce soit pour le financement ou pour la diffusion des films. Et du coup, elle n'a pas pu sortir au cinéma, mais il est tout à fait disponible en VOD directement. De toute façon, tous les films que je vous propose sont disponibles en VOD légalement. Et donc, je vous encourage vraiment à aller voir son film pour l'encourager. Et aussi parce que voilà, soutien aux collègues, soutien à la profession en ce moment difficile. Jumbo de Zoé Wittok, qui est l'histoire d'une femme qui garde un parc d'attractions et qui petit à petit en tombe amoureux. Donc l'histoire a l'air comme ça, un peu particulière, mais l'ambiance a l'air très chouette, complètement absurde et la direction lumineuse a l'air sublime. Donc voilà, je vous encourage à aller le voir. Et dernière petite aparté, si vous êtes intéressé de découvrir plein de films réalisés par des réalisatrices, je vous conseille d'aller sur le compte Instagram Les 11%, en toutes lettres, en minuscules, où là vous avez une sélection complète de films réalisés par des réalisatrices qui est hyper intéressante et j'ai fait plein de découvertes là-dessus. Donc voilà, je vous encourage vraiment, si vous voulez fouiller la chose, à aller découvrir ce compte Instagram. Voilà. Merci beaucoup, Nico. Et j'ai JB ici qui acquiesce ton choix pour Jumbo. Apparemment, il l'a vu et il n'a pas arrêté de dire que c'était super avec la tête. Donc, très bon choix. Et donc, je répète, tu nous as proposé aujourd'hui Noura Rêve, Portrait de la jeune fille en fleurs, A Beautiful Day, en feu. Atlantique. Portrait de la jeune fille en feu. Ouais. Je crois qu'on parle... Ah, en fait. Ok, ça se coupe. Ah, merde. Non, en fait, je crois qu'on était en train de parler en même temps, c'est pas grave. Mais de toute façon, on met les liens sur la page Facebook. Et le dernier que tu nous conseilles en VOD, donc c'est Jumbo de Zoé Wittok, qui est une réalisatrice belge, pardon. Et la page Insta, c'est... Pardon, tu peux répéter le nom de la page Insta ? Les 11%. Les 11%. Les 11% qui représentent pour les 11% de réalisatrices qui sont dans le cinéma actuellement. Ok, super, merci beaucoup. J'étais à fond dedans. Mais merci à toi, Najat. Et courage pour la suite de l'émission. Merci, mais ça va aller. On est bien, on est bien. ça va. Merci, Nico. C'est ça parfaitement jusqu'ici, en tout cas. Salut. C'est gentil. Salut, bonne soirée. Alors, vous pouvez retrouver tous les liens normalement. Si ce n'est pas tout de suite, on va les publier d'office après sur notre page Facebook. Je vous invite un peu à laisser des commentaires. Je vais vite regarder ce qui se passe.
Bon, ok, donc il y a des commentaires de la famille, tout va bien. Non, Paul, je n'ai pas écrit. Ce n'est pas Nico qui a écrit son intro, c'est moi qui l'ai présenté comme ça. Voilà, je réponds à Paul Mosseret. Et pour le reste, je ne vois plus les autres commentaires. Donc, n'hésitez surtout pas à commenter, à nous proposer des sujets aussi, parce que c'est vrai que nous, on vous propose des sujets à chaque émission, mais si vous avez envie qu'on aborde quelque chose en particulier, n'hésitez pas. Là, j'ai Alix qui nous demande si Nico, il n'est pas hoche de balancer les meilleures séries aussi, tant qu'à faire et tant qu'on a le temps. Donc voilà, Nico, le message est passé. Prochaine fois ou d'ici quelques jours, tes meilleures séries sont les bienvenues. Et on va continuer l'émission avec cette fois-ci la rubrique Les Invisibles. Alors les Invisibles, c'est quoi? Ce sont les personnes qui sont en première ligne durant cette crise. Il faut que j'arrête de jouer avec mes écouteurs, n'est-ce pas JB? Je ne sais pas ce que j'ai. Et donc, c'est les personnes qui sont en première ligne aussi durant cette crise, qui continuent à travailler. Et là, aujourd'hui, on a voulu s'intéresser aux employés de grandes surfaces. Et on va aller à la rencontre de Laurent, mais juste après le jingle. Les Invisibles. Merci Nabil pour ce jingle. Et on accueille tout de suite Laurent. Allô Laurent? Oui, je t'entends. Est-ce que toi tu m'entends? Est-ce que... Par contre, on ne te voit pas. Non. C'est bon? Ça arrive, ça arrive. C'est parce que tu es loin, tu es en Wallonie, c'est ça. On me voit? On te voit. Bonjour Laurent, bienvenue. Ok, salut tout le monde. Écoute, tu es employé polyvalent dans un supermarché. Donc c'est pour ça qu'on avait envie un peu de discuter avec toi et savoir un peu ton sentiment. On avait envie de savoir comment tu te sens depuis le début de cette crise et comment tu te sens en fait sur ton lieu de travail surtout. Bon, au début c'est un peu dur, hein, parce qu'il faut un peu revoir l'organisation familiale, les enfants à la maison, l'administration des sorties. Occuper les enfants toute la journée, c'est pas facile. Et ouais. Après on s'habitue, on prend notre rythme et on s'organise autrement, donc maintenant ça va quoi. Et Après, oui. sur le lieu de travail, vu que vous êtes vraiment, vu que les magasins, les supermarchés, les magasins de première nécessité, on va dire, sont restés ouverts et restent ouverts pendant ce confinement, est-ce que toi tu te sens en sécurité sur ton lieu de travail? Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que vous aviez ou vous avez maintenant des gants, des masques? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, moi je me sens en sécurité. On a des gants à disposition pour tout le personnel. On a des flacons de gel hydroalcoolique aussi. On peut aussi utiliser chez nous si on veut, en restant bien sûr correct pour pas être tout dévalisé, quoi. Ouais. Bon, après, comme on a pu voir dans les magasins, on a mis des plexiglas aux caisses pour éviter les projections ou les postillons des clients. Ouais. On a mis aussi normalement des repères au sol, je crois que c'est partout, hein, mais pour un peu aider les gens à savoir la distance qu'il faut respecter entre chacun. Sinon, on a aussi normalement des messages papier, des messages audio pour bien rappeler les règles de sécurité. On a limité aussi. Vas-y, pardon, je t'ai coupé. On a aussi limité le nombre de clients dans le magasin, c'est 30 en même temps. Normalement, on peut en avoir une centaine, puisque c'est 1 par 10 mètres carrés, mais la direction a pris la décision de limiter 30. Quoi. D'accord. Donc, on a un garde, dès qu'il y en a un qui sort, un autre rentre. Et voilà. Ok. Et du coup, on a vu au début de la crise, de la pandémie, que beaucoup de gens se jetaient un peu sur certaines denrées alimentaires, peut-être avaient cette peur de ne plus pouvoir ressortir. Puis il faut se dire aussi qu'il y a des gens qui ont des familles nombreuses, parce qu'on a beau juger et puis et peut-être critiquer ces gens-là, mais il y a des gens qui ont vraiment des familles nombreuses et qui sont obligés de faire quand même des grandes courses. Puis il y a ceux qui pensent un peu qu'à eux et qui ont quand même qui ont presque dévalisé les étalages de supermarchés. Au début, je ne sais pas si toi tu as vécu ça, et est-ce que c'est différent maintenant? Est-ce qu'il y a un changement? Au début, il y avait quand même, on dévalisait un peu plus les rayons. Mais bon, je pense aussi à un effet boule de neige. Je pense que des gens sont là, voient les rayons qui se vident, voient des gens acheter par dizaines des produits.
et ils hésitent et ils prennent avec. Et après, les rayons se vident encore plus, donc les gens viennent, ils pensent qu'il y a des pénuries, donc ils reprennent encore plus, alors que c'est pas des pénuries. Il faut juste le temps que les marchandises arrivent au dépôt, que le dépôt le champ, enfin le remette au magasin et tout, quoi. Parce que nous, on a le central qui fait normalement 85 000 colis par jour, et là, on est à, non, 45 000, et là, on a 85 000 colis par jour, donc Ok. c'est des volumes de fête, alors qu'on n'est pas en fête, on n'a pas de précommande, on n'a rien qui arrive avant, et voilà, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, Bah, euh, je te coupe pour 2 secondes. Est-ce que, ouais. parce qu'on me dit en commentaire qu'on n'entend pas Laurent. C'est bon maintenant? Pardon. Voilà. Donc, voilà, c'est parce que je voulais qu'on t'entende bien. Donc là, c'est bon. Donc, tu dis que vous avez des volumes beaucoup plus importants maintenant, forcément. C'est des Ouais, volumes qui correspondent à des périodes de fête, donc à Noël, Nouvel An, ouais, etc. voilà, quoi, Ouais. c'est 2 à 3 fois plus en volume. Mais on n'a aucune préparation. Pendant les fêtes, on reçoit des mois à l'avance les marchandises. Mhm. Enfin, tout le monde est préparé, quoi. Ok. Ici, ben, c'est plus compliqué à faire, quoi. Bah, sinon, pour l'instant, les gens se calment un petit peu, mais il y a quand même des produits qui partent encore très Comme bien. quoi? Enfin, j'imagine les pâtes, Bah, le je sais riz, ça pas, reste. non, je sais pas pourquoi. Ouais, ça aussi, mais le papier OEC, l'essuie-tout, on a Donc, beau remplir, ça ça- disparaît. donc le papier reste toujours le produit phare de ce confinement, Ouais, le number bah, one. les Est-ce- farines, les levures, ça, bon, ça Ok. aussi, Ouais, ouais. c'est- Est-ce que vous proposez plusieurs sortes de papier toilette ou du coup, ou est-ce que vous donnez, est-ce qu'on on arrive à a au trouver plusieurs moins, sortes de tout, en fait, de pâtes, de papier toilette, ou alors maintenant vous bah, mettez que. dans les pâtes, à part, bah, c'est les marques un peu propres, donc les marques Carrefour et compagnie qu'on manque. Les autres, ça va, on en a. En farine, on a plus rien. Bah, parce que la farine vient de France aussi, donc il faut le temps que ça revienne vers ici, que la centrale après la dispatch, et ça prend beaucoup de temps, hein. Ok, Et en papier ici, on a des dizaines de sortes, mais en magasin, on n'a plus tout rien. part. Ok, d'accord. Ah. Et est-ce que vous mettez du coup, toute la marchandise ou maintenant vous organisez autrement? C'est-à-dire que vous mettez Ben, plus que 70% de la marchandise? Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez changé un peu la non, façon de travailler? on met tout de la marchandise parce que de toute façon, on n'a pas non plus tout le personnel que pour faire des rapprovisionnements toute la journée. On Ah ouais, limite juste certains produits aux caisses, c'est 2 ou 3 maximum. ok. Voilà, c'est limité. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que les gens ne peuvent plus prendre à gogo? Bah, Enfin, c'est les farines, les œufs, papier WC, même de l'eau, le lait, ouais, pas beaucoup les denrées de base que les gens sont jetés dessus, on les limite, quoi. ok. Et quel message tu voudrais faire passer, voilà, à ce que, enfin, comme tu dis, de toute façon, les fournisseurs travaillent toujours. Il y a toujours de la marchandise, donc finalement, on n'a pas besoin de se jeter sur les denrées alimentaires comme on le fait actuellement. C'est un peu ça le Bah, message? Bah oui, y a aucune raison. De toute façon, les farines, les compotes, les pâtes, ça a été produit il y a des mois, hein. C'est pas maintenant que c'est produit. C'est juste on récolte pas du blé maintenant, hein. Ça, c'est dans des entrepôts et les stocks sont là, quoi. Mais il faut le temps Ouais. que ça arrive aussi. La logistique, elle n'est pas prévue à cette période de l'année pour fournir autant. Surtout que c'est toute l'Europe qui jette partout dessus. Donc, C'est ça. Donc finalement, que les gens changent leur comportement, c'est aussi avoir du respect pour vous, les employés enfin, qui travaillent dans les grandes surfaces, etc. Parce que ça vous fait évidemment beaucoup plus de travail. Donc se calmer, c'est aussi voilà, une marque de respect vis-à-vis de ceux qui travaillent encore, quoi. oui, parce qu'il y a des produits, par exemple, comme les œufs. On reçoit toutes les commandes qu'on commande, on les reçoit, hein. Parce que les œufs, ils sont produits continuellement. Donc, on les a toujours, quoi. C'est juste les produits plus lointains qui mettent du temps à revenir, quoi. Ok. Et sinon, bah, pour terminer, donc toi tu disais au niveau sécurité, tu te sens pas spécialement, je vais pas dire en danger, mais voilà, enfin, ça va, je veux Non, dire, tu te sens plus ou moins à l'aise dans ton travail en ce ouais, moment. Il y a la distance de sécurité avec les gens, tu peux travailler plus ou moins normalement. ouais, de toute façon, on peut bloquer des allées quand on travaille dans des allées, Ouais. on les bloque et on travaille sans qu'il y ait personne. Il y a moins de gens dans le magasin aussi, donc Ah oui, c'est plus facile. on est moins tassé et tout. Et puis on respecte les règles de sécurité et toutes les règles d'hygiène. Mhm. Et moi, je suis pas plus inquiet que ça, quoi. Ok, ah bah ça va, t'es détendu, tant mieux, c'est très bien. En tout cas, merci pour ton témoignage et bonne chance Ouais, merci, hein. pour la Moi, suite. ça va se calmer, hein. Voilà, exactement, c'est ce qu'on espère. À bientôt, au revoir. Oui, à bientôt. Ouais, au Salut, hein. Bonne soirée.
Ah bah voilà, c'était donc Laurent qui est employé polyvalent dans une grande surface, qui avait l'air plus ou moins cool. En tout cas, je ne sais pas si y en a d'autres qui nous regardent, si vous travaillez aussi dans un supermarché ou même un petit magasin local, et vous vivez peut-être les choses autrement. N'hésitez surtout pas à nous partager ça par commentaire. Donc voilà, donc pour résumer ce qu'a dit Laurent, les magasins, finalement, ils ont encore plus de marchandises maintenant qu'en temps normal, on va dire, parce que les gens continuent à faire énormément de courses ou à prendre d'énormes quantités. C'est pas vraiment nécessaire puisqu'on aura toujours la chance, en tout cas, d'avoir de quoi manger, sauf des pâtes, du riz et du papier toilette. Bon, voilà, mais il y a d'autres solutions, et heureusement, on est dans un pays où il y a beaucoup de choix, donc restons modérés, en fait. Donc voilà, c'était un peu le message. Et on va continuer cette émission. Ah, c'est le moment Feel Good. Alors, c'est le moment Feel Good Jingle. Un lockdown live. L'instant. I feel good. Détendez-vous. En fait, je découvre les jingles et c'est génial, c'est vraiment du feu maison, c'est top. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, nous on aime bien, donc j'espère que vous aussi. Donc je disais, moment feel good, c'est un peu trouver une vidéo qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on raconte, ou peut-être qui est aussi, du coup celle-là, elle a un peu à voir avec ce qu'on raconte, mais elle est juste là pour détendre un peu l'atmosphère. J'ai cherché 10 millions de vidéos. Quand je cherche, je ne trouve pas. Et demain, je vais en trouver 10. Donc voilà. Mais celle-là, c'est parce qu'elle tournait. J'ai choisi une vidéo qui tournait sur les réseaux sociaux. C'est un comique, en tout cas un humoriste italien. On voit en ce moment pas mal de vidéos d'humoristes qui continuent à nous faire rire à travers les réseaux sociaux, parce qu'ils n'ont pas le choix non plus. Et du coup, ça c'est un Italien qui nous explique finalement comment gérer son trop-plein de temps quand on n'a pas le temps. Donc voilà, c'est assez court, mais j'ai trouvé ça sympa. Allons-y. T'as le son. On a le son? Non? Ouais, il n'y a pas de son. Ah, on l'arrête? On laisse. Ben voilà, vous avez tout entendu. Non, je rigole, il n'y avait pas de son. Ça, c'est les aléas du live. Donc, je vous invite. Cette vidéo, de toute façon, vous allez la retrouver d'office sur les réseaux sociaux. C'est Paolo Camilli, je pense. Donc voilà, elle a tourné. C'est pas grave, ça arrive. Fallait bien qu'il y ait un petit couac, parce que jusqu'ici, tout se passe bien. On va continuer avec la prochaine séquence. C'est la séquence musique. Et on va accueillir David Mendes, qui est chanteur. Esperanza Festival présente Tout va bien. Un lockdown live. Eh ben oui. Allô? Oui, alors j'ai JB qui fait l'émission de son côté. Il a lancé le jingle pendant que je te présentais. Donc chacun fait son émission ici. Vas-y, chante. Non, voilà, je te présentais et puis on a lancé le jingle et voilà. Mais donc je disais, bienvenue David Mendes du groupe Chico et Mendes. Merci d'être avec nous. Tu es chanteur, auteur et compositeur. Alors d'abord, on avait envie un peu de discuter avec toi par rapport à... On accueille à chaque fois un artiste ou des artistes dans nos émissions. Et on voulait voir un peu comment toi et ton groupe, vous viviez ça, du coup, c'est cette période de crise en tant qu'artiste.
Donc c'est vraiment très dur pour tout le monde. Je pense que c'est en particulier dur pour les artistes en développement. Nous, on avait toute une tournée qui commençait maintenant. En fait, on allait jouer mardi, le 31 mars, à l'ancienne Belgique. Heureusement, pour cette date-là, il y a eu une possibilité de reporter. Mais pour plein d'autres dates qui sont prévues dans les semaines à venir, il n'y a pas de report possible. Donc, malheureusement, c'est annulé. Malheureusement, c'est un secteur qui risque, qui va prendre un peu de temps à se relever. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais envoyer du courage à tous les copains qui aujourd'hui galèrent un peu. Il faut savoir que c'est aussi tous les techniciens, tous les gens qui accompagnent la création artistique, qui sont vraiment des hommes super importants, quoi. Nous, la technique qui nous accompagne, elle est essentielle, où que ce soit, sur quel festival que ce soit. Et donc, en fait, finalement, c'est tout le secteur qui souffre. J'ai l'impression que malheureusement, pour l'instant, il va falloir mettre plus de volonté politique pour pas que le secteur souffre trop. Mais on va voir dans les prochaines semaines ce qui se met en place. C'est ça. Et nous aussi, on va suivre ça, on va voir un peu ce qui se met en place comme alternative. Et tu parlais d'un concert qui va être reporté. Et plutôt bonne nouvelle, normalement, ce sera le 3 septembre avec Flavia Coelho à l'ancienne Belgique, du coup. Exactement ça. Donc on est très heureux, nous on est vraiment très heureux que ça ait lieu. Et le 3 septembre. Ouais. Malheureusement, on avait aussi une tournée qui se préparait pour le Canada en juillet. J'en profite pour saluer Laurent qui s'occupe du groupe au Canada, qui malheureusement m'a appelé il y a quelques jours pour me dire que c'était très compliqué au niveau canadien, puisqu'il y a aussi toute une partie des événements qui sont en train de s'annuler petit à petit. Et donc c'est aussi la crainte de ne pas recevoir le visa ou la possibilité de rentrer aussi. Donc c'est compliqué pour la mobilité aussi des artistes. Ça, on a parfois tendance à l'oublier. Mais je maintiens, pour moi, la solidarité, elle doit aller dans tous les sens. Donc ça veut dire que tous les métiers qui permettent que la musique vive, donc les techniciens, les petites structures, les salles, les festivals, qui permettent qu'en fait on puisse faire de la musique, souffrent aussi. Et donc voilà. Donc je pense que la solidarité, elle doit être très large. Elle ne doit pas se limiter seulement aux musiciens qu'on voit, ceux qui sont les plus visibles. C'est ça. Et quand on pourra reprendre nos activités, à nous aussi du coup de soutenir nos artistes à tous les niveaux. Il y aura de quoi faire. Ça, je pense, c'est vraiment essentiel. C'est qu'à un moment, ça va se calmer. En tout cas, c'est l'espoir qu'on a tous, qu'on a toutes et tous. C'est important à ce moment-là d'aller un maximum, de sortir un maximum, voir des pièces de théâtre, des films portés par des structures indépendantes, des artistes en développement. C'est vraiment le moment de s'approprier la culture. C'est le moment de montrer qu'on peut à la fois faire du bien à son âme, je crois, et aussi à permettre à un secteur de survivre et à des personnes de vivre simplement. Le message est passé, il est important. Merci David. Au revoir. non, il a préparé. Non, David nous a préparé un super morceau. Je te laisse l'introduire. On va tout de suite l'écouter en live. Et c'est quoi comme morceau? Alors, c'est pas un morceau de Chico Mendes, c'est un morceau de Jacques Brel. Ça s'appelle Voir un ami pleurer. Une adaptation un petit peu plus hispanophone ou latino. J'avais envie de chanter ce morceau. C'est un morceau que j'aime beaucoup. J'avais envie de le jouer parce que j'ai l'impression que c'est un moment de l'existence collective qui peut permettre peut-être d'être plus touché, à plus d'empathie par rapport à ceux qui souffrent. Et donc, c'est un morceau qui est dédié d'abord à tous les copains de la culture qui souffrent, mais pas que, à tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas choisi de traverser ce qu'on traverse aujourd'hui. Si cette crise pouvait nous permettre de dépasser l'immédiateté de nos égos un peu trop gourmands par moment pour essayer de se mettre à la place des autres avec un grand A, ce ne sera pas une crise vaine, ce sera une crise qui a servi à quelque chose. Et donc voilà, je voulais chanter ce morceau qui est un morceau en plus belge et qui, je pense, en appelle un peu à notre humanité partagée. J'ai rien à rajouter. Merci David. On t'écoute. Peor que Irlanda con sus guerras y que los pueblos sin canción, peor que la ternura ausente y América que se acabó, peor que el célebre dinero
que aunque no huelen todo está peor que andar sobre las flores. Es un amigo ver llorar. Peor que todos los fracasos y que la muerte allá en el fin, que al cuerpo inclina la cabeza, ya sorprendida de vivir. Peor que féminas infieles y que los pájaros matar. Peor que todo eso es un amigo ver llorar. Bien sûr, ces villes épuisées par des enfants de 50 ans, notre impuissance à les aider et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ce métro rempli de noyés, la vérité qui nous évite. Mais voir un ami pleurer, se tiene espejos muy sinceros, mas no elegancia ni el valor de ser un negro, ser judío, y uno es el cebo, no el cordón. Y tantos son nuestros hermanos que hasta nos hacen lacerar. Pero peor que todo eso es un amigo ver llorar. Bravo. Bon, je suis toute seule à applaudir, mais là, on a deux. Bravo, David. Merci beaucoup. C'était trop beau. J'étais en train de regarder ça avec émotion. On te retrouve donc, Inch'Allah, le 3 septembre à la baie, à l'ancienne Belgique, si tout va bien. Et de toute façon, on peut te suivre. Il y a une page Facebook, Chico et Mendes. Et donc, les gens peuvent suivre votre actualité. Bien sûr, sur Instagram et tout ça. Et surtout, la force à toute l'équipe de Tout va bien. Merci. Parce que c'est dans ces périodes-ci un peu troubles qu'il faut des médias qui ont du sens, il faut des citoyens qui se mobilisent. Donc, courage à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci à toi et nous, on fait au mieux. Merci beaucoup. Bon, bah, on termine cette émission, je ne sais pas pour vous, mais en douceur. Et du coup, on termine avec la partie corporate. Jingle. Esperanza Festival present. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Un lockdown live. Hashtag corporate. Oui. Oui. Alors du coup, corporate, c'est donc la rubrique où on fait de l'auto-promo pour Tout va bien. C'est comme ça. Non mais on essaye de garder donc, comme je vous ai dit au début, un lien avec vous et donc notamment avec ces émissions, mais aussi on produit encore des vidéos comme on peut. Et du coup, il faut savoir qu'aujourd'hui devait avoir lieu la grande manifestation pour la santé. Donc c'était censé être aujourd'hui. Évidemment, comme tout est annulé. On avait voulu faire déjà avant la pandémie un sujet sur les hôpitaux et la crise que traversent les hôpitaux. Du coup, on avait été avec Nicolas interviewer notamment une infirmière en chef, Laurence Audy, qui travaille depuis près de 30 ans, et donc qui avait une vraie expertise du terrain. On l'avait rencontrée donc avant, et ensuite après la pandémie, après la crise sanitaire qu'on traverse aujourd'hui, on l'a de nouveau recontacté par Skype, et du coup je voulais juste vous montrer cette fois-ci un extrait de la vidéo donc, qui va sortir
normalement au début de semaine prochaine, lundi. Mais bon, je ne vais pas m'avancer, mais normalement, elle sort lundi sur la page Tout va bien et tous les réseaux sociaux. Donc, on va écouter tout de suite un extrait de l'interview de Laurence Auditon, qui est infirmière en chef depuis près de 30 ans. Et donc, oui, très interpellée par rapport à l'Europe, très interpellée par rapport à notre gouvernance. Comment se fait-il que les réserves de masques SRAS n'aient pas été renouvelées et soient tous périmées? Là, on peut se poser des questions alors qu'on savait bien que tôt ou tard, une épidémie de cette sorte pouvait nous tomber dessus. Comment se fait-il qu'on n'a pas fait des réserves dès le départ, puisque la Chine produit les masques, essentiellement? Comment a-t-on pu imaginer, alors que ça a été un des problèmes majeurs en Chine, dont on pouvait en tirer des enseignements, et déjà il y a 2 mois, prévoir des entreprises pour fabriquer ces masques en local et des masques sécurisés, enfin de qualité? Comment se fait-il que ceci n'a pas été anticipé? Donc voilà, ça c'était vraiment un extrait de la vidéo qui sortira, donc la dernière vidéo Tout va bien, sur la crise que traversent les hôpitaux. Donc on voulait en parler avant et du coup on a actualisé aussi avec ce qui se passe maintenant, malheureusement. Donc l'idée c'était aussi de dénoncer les coûts budgétaires qui ont affaibli le secteur médical bien avant cette crise, le manque de médecins, d'infirmiers, la limitation du nombre de lits par service et donc voilà, donc c'est un peu le sujet de cette vidéo. Et je vous invite aussi à suivre la page Facebook La Santé en lutte. Donc vous pouvez voir un peu, il y a certaines revendications, malgré le fait qu'on ne puisse pas manifester. Du coup, on peut continuer notamment à exiger urgemment des moyens et du matériel pour tous les collègues. Enfin, du coup, ce n'est pas mes collègues, mais je veux dire pour tout le personnel soignant qui lutte contre cette épidémie. Et on peut aussi sortir dans les rues dès que tout ça sera fini pour manifester et réclamer des meilleures conditions de travail pour le personnel soignant. Et en attendant, ce que propose la Santé en lutte, ça c'est pas mal, c'est quand vous sortez à 20h pour applaudir toutes les personnes qui continuent à travailler et qui sont en première ligne, dont le personnel soignant, de crier, pourquoi pas, le slogan « Sauvons l'hôpital, pas le capital ». C'est un peu l'idée aussi de la vidéo qu'on va vous présenter. Donc voilà, cette émission touche à sa fin, je pense. Donc voilà, il est nouvelle heure, il est 19h05. Voilà, on était ravis de passer encore un moment avec vous. C'était l'émission Unlockdown 4, Live 4, pardon. Il y en aura d'autres, vu qu'on est encore confinés, donc on ne va pas s'arrêter. On est là aussi si vous avez envie, comme je vous avais dit, de nous proposer des sujets via la page Facebook. Si vous êtes un artiste, un comique, ou que sais-je, ou vous avez envie de participer à nos lives d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à nous écrire, nous on se fera plaisir de revenir vers vous. Et voilà, et comme dit Valérie Giscard d'Estaing, au revoir. Esperanza Festival present Tout va bien, Unlockdown Live. Eh ben oui.